Pour cette carte blanche, Citizen K est partie à la rencontre de Nazanin Pouyanday, artiste qui peint comme elle aime, pour survivre. Comment est-ce que tu en es arrivée à la peinture? Je peins depuis que je suis toute petite. Mon enfance et mon adolescence en Iran, dans un contexte social, politique et familial assez tendu. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que la peinture était mon espace d'intimité, de liberté, d'expression à moi. Et donc, ma vie a toujours été avec la peinture depuis que je suis toute jeune. Justement, là, tu parlais de ton enfance en Iran. Comment est-ce que ton histoire personnelle a influencé ta manière de peindre? Bon, il faut dire que je peins des scènes qui apparaissent très narratives, avec des histoires, parfois des histoires abstraites ou des histoires comme dans les rêves où le fil de la narration n'est pas vraiment clair. Cette peinture-là, puisqu'il y a beaucoup de scènes et beaucoup de personnages, en tout cas, elle n'est pas indissociable de ma vie. C'est-à-dire, tous les événements de ma vie me forment et forment du coup ma création. Après, moi je tiens à une chose, c'est que je ne peins jamais un événement de ma vie de façon littérale. Par ailleurs, je peins beaucoup de scènes qui parlent du monde, de l'actualité du monde. Et pareil, je ne les peins pas de façon littérale. J'aime bien que les événements d'une vie ou d'une histoire influence la création de manière plutôt inconsciente et que ça ne soit pas un reportage documentaire. Du coup, aussi, il y a une chose, c'est que moi, en tant qu'artiste et peintre, je ne considère pas que ma vie personnelle et les événements de ma vie personnelle auraient plus d'importance que la vie de mon spectateur. Donc c'est aussi pour ça que j'impose pas les événements de ma vie comme quelque chose d'extrêmement important et à ne pas rater au spectateur. Je crée des scènes plutôt universelles où le spectateur peut aussi y retrouver des éléments de sa propre vie dedans. Est-ce que pour toi, le phénomène d'identification, c'est quelque chose d'important? C'est quelque chose que tu prends en compte avant même de peindre, ou c'est à la fin d'une œuvre où tu dis « Ah tiens, peut-être que ça va parler à plus de monde ». Non, il n'y a pas de décision ainsi. Quand je commence à peindre une scène, c'est très instinctif. Mon langage, maintenant, il est formé, même s'il évolue avec le temps. C'est un langage qui est très lié à l'inconscient. Je fais confiance à mon inconscient et à mon instinct. Quand j'ai envie de peindre une scène, je la peins. Et parfois, c'est même après l'avoir peinte que je me dis « Ah, mais en fait, ça parlait de ci, ça parlait de ça ». Et donc, je fais complètement confiance à mon instinct. Il n'y a pas de décision rationnelle dans le choix des scènes que je fais. C'est vraiment plutôt émotionnel. Dans tes peintures, les femmes tiennent une place très importante. Est-ce que tu peux développer sur ce point? Puisque je parle souvent de l'état du monde et mon point de vue par rapport à l'état du monde, mon point de vue par rapport à l'humain, l'être humain, et je suis une femme, donc ça parle de mon vécu de femme. J'évite à ce qui est comme des espèces de messages de propagande dans ma peinture, parce que je considère que la création artistique est beaucoup plus complexe que juste un message politique ou autre. Donc il y a bien sûr mon vécu de femme dans mon œuvre, mais il y a plein d'autres choses aussi. Je pense que réduire une œuvre d'art à c'est de l'art féministe, c'est de l'art politique, etc., c'est réduire la création artistique. Et la création artistique, pour moi, c'est un espèce tellement plus large, tellement plus mystérieux, que juste le regarder à travers un seul angle, ça serait réducteur. Mais par contre, ma vie, mon vécu de femme, etc., bien sûr, ça prend une grande place et dans ma peinture, juste tout simplement parce que je suis une femme. Tes peintures sont des exemples d'hyperréalisme. Pourquoi avoir fait ce choix pictural-là, si c'est un choix d'ailleurs? Et est-ce que tu peux m'expliquer ton processus de travail et de création? J'utiliserai pas le terme hyperréaliste parce qu'en fait, quand on dit hyperréaliste, en général, c'est une peinture qui fait tout de suite penser à une photo, les proportions, tout. Et moi, je m'inspire du réel, mais il y a un décalage avec le réel. Il y a des scènes qui peuvent apparaître même un peu improbables. Plutôt, ça serait un réalisme onirique. Et alors, pourquoi avoir fait finalement le choix du réalisme? Je pense que créer le réel, ça donne un espèce de pouvoir de création. D'ailleurs, c'est pas pour rien que, par exemple, dans la religion de l'islam, peindre de façon figurative et réaliste est presque interdit, puisque, en fait, on dit que ça rivalise la création de Dieu. Et je pense que
Un peintre, quand il peint une scène qui est proche du réel, il y a un espèce de sentiment de puissance et de pouvoir qui est très très jouissif. Il y a aussi une autre chose, c'est que le réel justement permet pour moi de créer des scènes encore plus troublantes et de jouer avec l'imaginaire du spectateur, parce que justement le spectateur pense voir quelque chose de réel, mais avec le temps qui prend de plus en plus, il se rend compte qu'en fait c'est des scènes qui se passent presque dans un rêve, qui ne sont pas des scènes réalistes tant que ça. Et il faut aussi dire que pour une peinture qu'on dit très réaliste, en fait, il y a des méthodes de travail qui sont très classiques. Il y a la projection, donc il y a énormément de peintres qui projettent la photo qui leur servent de source sur la toile, ils font les contours et après ils colorient, ou bien ils font le système plus ancien de quadrillage. Ça veut dire qu'ils font déjà des quadrillages sur la photo et après, ils reproduisent les mêmes cadres sur grande échelle. Moi, je n'utilise pas ces deux systèmes. En fait, je peins à main levée. Ce qui fait qu'il y a aussi pas mal de déformations dans les corps. Et j'y tiens parce que justement, toutes ces déformations et parfois même, disons, une forme de maladresse font que ça devient vraiment mon langage et justement, je m'éloigne de ce qu'on appelle l'hyperréalisme. Mon processus de travail, c'est que puisque je parle de l'humain dans mon travail et que l'être humain est au centre de mon travail, je peins les gens que je connais. Donc c'est toujours issu des rencontres avec des gens, la beauté d'une personne qui m'inspire ou son énergie. Je réfléchis à une scène, la scène s'impose à moi de façon assez instinctive et assez confirmée. Et après, je demande à la personne presque de jouer le rôle que je lui attribue. Il y a des séances photos. Tout est plutôt très réfléchi, comme des accessoires, etc. Même si parfois le décor est imaginaire, la pose de la personne et les accessoires et les habits de la personne sont assez réfléchis. La partie séance photo, c'est une partie très importante. C'est la partie la plus humaine de mon travail où il y a un vrai échange avec quelqu'un. Ensuite, je demande à la personne de poser. C'est le temps que ça prend, c'est juste quelques secondes, le temps d'une photo. Pour le personnage, donc je m'inspire de la photo que j'ai et je regarde ma photo et je fais des croquis à main levée. Voilà, ça commence comme ça. Et en fait, ça me donne aussi une espèce de mission par rapport au modèle parce que, en fait, je reçois un don. Les gens posent pour moi gratuitement. Ils sont contents parce qu'ils seront représentés en peinture. Ça crée un moment de grâce, de générosité entre la personne qui me donne quelque chose d'elle et moi qui vais peindre cette personne. Donc c'est une partie très humaine et moi je me sens toujours responsable de rendre cette grâce et cette vie sensible dans ma peinture. Est-ce que tu peux nous parler de ta future exposition ? Ma prochaine exposition, elle s'appelle « Sous l'étoffe du monde ». C'est inspiré en partie pour beaucoup d'étoiles, des shunga. Les shunga, c'est des estampes érotiques japonaises où on voit des couples en train de faire l'amour dans des positions très très imaginaires. Et il y a beaucoup d'étoffes, beaucoup de tissus. Et bon, j'en profite pour dire que je me suis toujours beaucoup inspirée dans mon travail de façon générale des iconographies dans les différentes cultures du monde, que ce soit Afrique, l'Inde, et là c'est des estampes japonaises. Ce que j'aime bien, c'est que si on ne sait pas, on ne peut pas forcément le deviner. Et donc, comment je m'inspire d'une chose et comment je le rends complètement différent et je m'approprie une chose et j'en fais autre chose. En fait, c'est cette affaire d'appropriation et d'inspiration et c'est quelque chose qui arrive très très souvent dans mon travail. Et donc, pour cette série, il y a au moins 4 ou 5 grands formats où on voit des couples. Alors là, ça reste très suggestif. On ne les voit pas forcément en train de faire l'amour, mais ils sont entrelacés ou dans des gestes assez chorégraphiques avec beaucoup d'étoffes, beaucoup de tissus, dans des décors parfois très étranges qui rappellent des ruines de bombardement, etc. Encore une fois, dans un premier lieu, pour moi, je n'avais pas réfléchi pourquoi. J'avais juste envie que ça soit une série qui continue comme ça. Au fur et à mesure, quand j'ai réfléchi, je me suis rendu compte qu'il y avait un parallèle très fort entre le fait de faire l'amour et le fait de peindre. Quand on fait l'amour, ce n'est pas que pour le plaisir, c'est aussi pour la survie. C'est une manière de lutter contre notre impuissance. C'est pour ça que c'est très instinctif. Et quand on peint, c'est aussi un geste qui est pour chaque artiste, même de façon très inconsciente, c'est pour lutter contre notre impuissance par rapport à la mort, par rapport au fait que de toute façon on disparaît. Mais on peint, donc on crée, et donc on donne la vie à une chose qui perdure et qui nous dépasse au niveau de la vie. Donc,
dans toutes mes toiles, en fait, il y a plusieurs degrés de compréhension et de lecture. Il y avait quelque chose comme ça, mais il y avait aussi le fait que dans toutes ces scènes de ruines, etc., les couples qui faisaient l'amour, c'était, bon, il y a toujours l'amour, même quand il y a la guerre, mais on peut aussi voir le côté très destructeur de l'amour. Donc il y a le monde qui détruit et il y a aussi l'amour qui est normalement justement pour construire quelque chose, mais cette chose peut aussi détruire. Voilà.